Bon, désolé, ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Ça a été peut-être un petit peu long, mais bon, en attendant, j'ai bossé sur la grosse analyse de cette année. Donc voilà, on reprend enfin avec The Last of Us, probablement la meilleure adaptation de jeux vidéo de tous les temps, jusqu'à maintenant. C'est parti. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série The Last of Us, produite par HBO et qui est sortie sur Amazon Prime Video en France, parce que HBO n'est pas disponible en France, bref, là n'est pas la question. Et donc cette première saison adapte l'intégralité du premier jeu vidéo The Last of Us sorti en 2013, et cette première saison est justement dirigée par le créateur des jeux, Neil Druckmann, et aussi par le créateur de l'excellente série Tchernobyl, Craig Mazin, je sais pas, on s'en fout. Et donc les deux collaborent pour faire cette première saison de The Last of Us. Et donc voyons ce que vaut cette série, sans spoilers, et de mon point de vue, qui est celui d'une personne qui n'a jamais pu jouer au jeu. Et donc voyons ce qu'elle vaut. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que mon but est d'être un maximum objectif, mais évidemment il est possible que je me trompe. Donc si vous avez un avis différent, n'hésitez surtout pas à en débattre avec moi dans les commentaires. Bon visionnage. Dans un monde ravagé par une épidémie qui a transformé la majorité de la population en monstres, on suit Joel, un contrebandier vieillissant, qui se voit confier la garde de Ellie, une jeune fille qui se trouve être immunisée contre le cordyceps, et donc il va devoir l'escorter à travers toute l'Amérique vers un hôpital pour créer un vaccin grâce à l'immunité d'Ellie. Et on va suivre leurs différentes rencontres sur la route et comment tous ces événements et péripéties vont rapprocher les deux personnages. It might not be her father, but you were someone's. You trust me? Pour commencer, j'ai envie de dire enfin du vrai post-apocalyptique. Au cinéma, on a quasiment eu que des trucs du genre Mad Max ou Maze Runner, bref, que des trucs désertiques très secs avec du sable partout, et c'est très bien, mais moi j'avais envie de voir enfin du post-apo comme dans les jeux, quoi. Donc des villes en ruines recouvertes de plantes, c'est magnifique, c'est super beau, d'autant plus que l'épisode 2 est focalisé sur la traversée de la ville, qui est donc qui permet vraiment d'explorer l'univers, de voir les différents types d'infectés et tout. Bref, cet épisode vraiment cool, on explore bien l'univers. Malheureusement, j'ai justement un petit peu l'impression que cet épisode 2 est là pour se débarrasser un petit peu de tout le côté gameplay du jeu. On a vraiment tout ce côté gameplay, traversée de la ville, combat, action, et le reste c'est que l'histoire, et vraiment on voit très peu d'infectés. For a show that has monsters in it, we don't have a lot of monsters because there's no gameplay when you're watching a show. Et en soi, ce serait pas tant un problème parce que comme beaucoup d'œuvres post-apocalyptiques, le but c'est surtout de montrer que malgré l'apocalypse, le problème c'est surtout les humains en fait, comment les humains deviennent plus violents, etc. Donc les plus gros ennemis de la série sont évidemment les humains, mais les infectés sont quand même un gros enjeu. Tout le long de la série, on n'arrête pas de nous dire c'est l'enfer, il y a des monstres partout, mais au final, après l'épisode 2, on en voit quasiment pas. Dans l'épisode 3, il n'y en a que pendant 30 secondes. Dans l'épisode 5, il n'y en a pas du tout. Dans l'épisode 6, il n'y en a pas du tout. Dans l'épisode 7, il y en a pendant 30 secondes aussi. Dans l'épisode 8, il n'y en a pas du tout. Donc voilà, ça manque un petit peu d'infectés. En parlant des infectés, ceux-ci sont vraiment très rafraîchissants dans le genre zombie. Déjà en termes de design, ça propose quelque chose de beaucoup plus original. Donc on voit vraiment des spores, des bulbes, des champignons et des racines qui poussent, qui sortent de la peau et de la bouche des infectés. Et donc voilà, ça offre des designs vraiment très cool, et pas seulement du côté des infectés, mais aussi au niveau des décors, parce que vu que c'est un champignon, et il pousse comme une plante, il se propage, et donc du coup on voit vraiment, même les décors eux-mêmes sont contaminés, sont infectés, donc voilà, visuellement c'est vraiment très cool. Et puis le fait de savoir que le cordyceps est un champignon qui existe vraiment, et qui ne touche que les fourmis, mais qui peut vraiment comme ça prendre le contrôle d'un être vivant pour se répandre comme ça rend vraiment le truc terrifiant, le fait de savoir que c'est réel, et surtout que dès l'introduction, on nous en parle avec un point de vue très scientifique, donc voilà, c'est assez prenant et assez crédible, enfin bref, c'est bien foutu, et ça marche très bien. What if, for instance, the world were to get slightly warmer? Well, now, there is reason to evolve. One gene mutates, and an Ascomycetia, Candida, ergot, Cordyceps, Aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control not of millions of us, but billions of us. Bref, l'univers n'est pas particulièrement original, mais c'est du bon vieux post-apo qui fait plaisir, avec des infectés plutôt originaux, avec des designs assez cool. Bref, c'est pas révolutionnaire, mais c'est très bien fait.
Je regrette de ne pas en avoir vu un petit peu plus, surtout du côté désinfecté, mais c'était très cool. On passe au scénario. Encore une fois, je n'ai pas joué au jeu, mais je me suis pas mal renseigné, j'ai vu quelques extraits, et d'après ce que j'en sais, la narration est quasiment digne d'un film et est vraiment excellente. Et donc c'est vrai que, comme beaucoup de gens, quand on a appris que la série allait adapter directement l'histoire des jeux, donc suivre Joel et Ellie, vraiment suivre cette même histoire, on a tous eu pas mal de doutes, on se disait, si la narration des jeux est si bonne, ça va pas être très intéressant d'avoir juste un copier-coller des jeux. Mais bon, pour une fois qu'une adaptation de jeux vidéo respecte un minimum l'œuvre originale, on va pas s'en plaindre. Mais bon, même si je suis pas le mieux placé pour parler de la pertinence de cette adaptation et si ça respecte ou pas, j'ai quand même l'impression qu'on a pas mal de changements par rapport aux jeux qui en font plus qu'un simple copier-coller des jeux vidéo justement. J'ai l'impression qu'il y a quelques ajouts. Par exemple, la série a l'air de s'inspirer du second jeu vidéo dans sa narration, dans le sens où elle va parfois changer le point de vue de l'histoire, changer de perspective, là où le premier jeu était exclusivement centré sur Joel et Ellie. Dans la série, on quitte parfois leur point de vue pour suivre les histoires d'autres personnages, de personnages secondaires. C'est notamment le cas de l'épisode 3 qui est quasiment totalement centré sur Bill et Frank, et donc on va suivre dans cet épisode quasiment indépendant, on va suivre l'histoire de ces deux personnages et leur vie pendant 20 ans depuis le début de l'apocalypse, une histoire assez touchante, et beaucoup de personnes ont trouvé cet épisode long, inutile, que c'était vraiment un épisode filler qui était là que pour rajouter un épisode. Mais moi je trouve que c'est pas du tout le cas parce que déjà de une, comme je l'ai dit, ça apporte quelque chose en plus par rapport au jeu, donc on suit une histoire, une nouvelle histoire. Et certes c'est un détour, c'est pas forcément nécessaire, absolument nécessaire à l'histoire. Enfin même si c'est un détour à l'histoire principale, moi je trouve ça bien en fait de choisir de dévier, de faire presque une série anthologie pour le temps d'un épisode, pour explorer une histoire intéressante dans cet univers qu'on n'a pas exploré dans les jeux. My philosophy on this show has always been, when should we deviate and when should we come back? If it's kind of the same or worse, we stay where the game is. If it's better, we deviate. Et puis cette histoire c'est juste un condensé de tous les thèmes de The Last of Us. Donc ça parle d'humanité, de la différence entre la survie et la vie tout court. Ça parle d'amour, de la rencontre de deux personnages et comment ça va leur donner un but dans la vie. Enfin bref, c'est vraiment un condensé de tout ce qu'il y a dans la série, et c'est justement cet épisode qui va refléter la relation Joel et Ellie. Et donc en fait ça a totalement sa place dans le récit. Autre ajout que j'apprécie, les ouvertures à froid des deux premiers épisodes. Donc avant l'apparition du titre, on a une petite scène, enfin entre 5 et 10 minutes, donc quand même des scènes assez conséquentes parfois, qui vont revenir sur le début de l'épidémie, avec un point de vue du coup totalement extérieur à nos personnages. On va par exemple suivre des militaires ou alors des scientifiques au tout début de l'épidémie du cordyceps, et donc ça apporte du coup du contexte à cet univers, mais surtout ces introductions sont quasiment des courts-métrages sur le début de l'apocalypse au final, car ils sont totalement indépendants du reste de l'histoire, et ils sont vraiment emplis de tension parce que c'est le début de l'apocalypse, et donc on voit du point de vue des scientifiques qui réalisent que la bataille contre le cordyceps est déjà perdue d'avance, et donc il y a vraiment un truc très dramatique qui est vraiment empli de tension, et ça fonctionne vraiment très très bien. Et justement en parlant de tension, c'est probablement ce que l'on doit à Craig Mazin, qui sort de Tchernobyl, qui était une maîtrise de tension incroyable, et donc c'est probablement ce qu'il a apporté à The Last of Us. C'est pas mal de scènes de tension qui fonctionnent vraiment très bien, notamment dans le premier épisode où on va suivre Joel et sa fille Sarah avant l'apocalypse, donc vraiment le jour même avant que l'épidémie se répande, et donc c'est vraiment le calme avant la tempête, c'est un silence complet dans les rues, et donc vraiment c'est empli de tension et ça fonctionne très très bien. Et contrairement à la plupart des œuvres de zombies ou post-apocalyptiques, ici il y a vraiment très peu de scènes, enfin même aucune scène qui semble être... on crée de la tension artificiellement, donc on va pas avoir de personnages qui prennent des décisions stupides, il n'y a pas de scènes qui sont forcées pour amener de la tension, le tout est vraiment très bien fait. Le seul défaut que j'aurais à relever à ce niveau-là, c'est que comme je le disais, la série manque un petit peu d'infectés, surtout dans la seconde moitié, il y a moins en moins de zombies, enfin de zombies entre guillemets, désinfectés, bref c'est quasiment la même chose. Tu ressens un petit peu moins de danger et de peur pour les personnages, et donc voilà, ça manque un petit peu de tension, mais dans les scènes d'action, là il y a beaucoup de tension, c'est très bien fait, bref. Autre qualité de la narration, c'est le fait que même si cette saison est une histoire complète,
qui progresse peu à peu, donc chaque épisode fait avancer l'histoire et les personnages évoluent, bref l'histoire progresse vraiment, mais il y a quand même un tout petit côté épisodique dans le fait que chaque épisode est vraiment focalisé sur une péripétie. Et c'est vraiment cool parce que ça empêche la série d'être longue ou répétitive. Cela dit, malgré toutes ces qualités, si j'avais un défaut à pointer du doigt, ce serait peut-être le fait que les épisodes 6 et 7 sont un petit peu trop longs. Donc c'est des épisodes qui tournent autour d'1 heure à peu près. Et le problème c'est que ces 2 épisodes sont là pour réaffirmer la relation Joel et Ellie. Donc l'épisode 6 montre pourquoi Joel veut absolument rester avec Ellie. Et l'épisode 7 montre pourquoi Ellie veut absolument rester avec Joel. Donc au final c'est quasiment la même chose, on aurait pu combiner les deux. Et pour Ellie, c'est fait via un flashback qui va montrer un événement passé d'Ellie. Et je sais pas, je trouve qu'on aurait pu mettre ce flashback sur Ellie dans l'épisode 6, quitte à faire un épisode un petit peu plus long. Mais voilà, je pense pas qu'on avait forcément besoin de 2 épisodes d'1 heure pour raconter ces 2 histoires. Alors les épisodes étaient bons, on s'ennuyait pas du tout. Mais voilà, je trouve qu'on aurait pu condenser un petit peu tout ça pour rendre le récit un petit peu plus dynamique. C'était pas très grave, on s'ennuyait pas pour autant. Mais voilà. Donc dans l'ensemble, la série est vraiment très bien écrite, il y a des thèmes qui sont intéressants, c'est vraiment une série qui est très bien faite, il y a une bonne gestion de la tension, des personnages, et justement, les personnages, parlons-en, car ils sont d'autant plus bien écrits. Cette phrase n'a pas vraiment de sens, mais bon, bref, on passe aux personnages. La série suit donc Joel, le classique personnage solitaire et désabusé qui refuse de s'attacher à qui que ce soit Tess ou Ellie, parce qu'il ne veut pas ressentir de nouveau la perte d'un proche. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. Donc voilà, rien de très original, mais le personnage est vraiment très touchant et intéressant. Et Pedro Pascal fait un super travail en l'interprétant. C'est la première fois que je vois l'acteur dans un rôle qui n'est ni secondaire ni comique. Donc je suis plutôt étonné de sa performance et je trouve qu'il est vraiment excellent. Notamment dans son monologue de l'épisode 5 où il est vraiment très touchant. Donc voilà, l'acteur est très bon. I've lost something. I'm failing in my sleep. It's all I do. It's all I've ever done. Is fail. Again and again. Et pourtant, qui dit adaptation dit fan hardcore qui gueule pour rien. Et franchement, pourquoi critiquer Pedro Pascal en tant que Joel alors qu'il a pas exactement, mais il a la même allure que le personnage des jeux vidéo, et on savait déjà avec The Mandalorian qui gérait les rôles de père adoptif d'Era Cuir. Donc il n'y avait aucune raison de gueuler. Et c'était également le cas pour Bella Ramsey qui joue Ellie, et elle en a refroidi beaucoup par son physique, et moi aussi je dois l'avouer, mais dès les premières secondes elle est vraiment excellente, elle est drôle, elle est attachante, donc vraiment je trouve qu'elle est super dans le rôle. Sir, light on the reading, but it has some interesting pictures. Oh, no. Put that back. That's not for kids. How do you even walk around with that thing? Please get rid of it. Hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Why are all these pages stuck together? I'm just fucking with you. Et Ellie en tant que personnage est plutôt bien écrite. À la fois elle a un côté brut et mature parce qu'elle a grandi dans l'Apocalypse, mais à la fois elle a des moments plus enfantins et drôles et attachants. Donc voilà, c'est plutôt bien équilibré je trouve, c'est un bon personnage. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que tu sens qu'elle n'existe pas que pour sa relation avec Joel. On comprend qu'elle a son propre passé, sa propre histoire, et elle a des choses à raconter, elle a du vécu. Et donc ça c'est cool qu'elle ne soit pas là que pour apporter sa relation avec Joel. Bref. Et justement, en parlant de cette relation, c'est le point central de la série. On va voir cette relation entre les deux personnages évoluer. Donc Joel s'ouvrir peu à peu et accepter Ellie comme sa fille en quelque sorte. Donc voilà, c'est ce genre de relation père-fille, de relation et d'histoire que personnellement qui me touche beaucoup et que j'adore. Donc voilà, c'était vraiment très bien fait et puis très touchant à mesure que les personnages s'attachent l'un à l'autre. Donc bref, rien de très original mais ça marche très bien. Je l'ai dit je sais pas combien de fois dans cette vidéo. Donc évidemment la série est très émouvante, il y a des moments très touchants, j'ai failli pleurer dès le premier épisode, encore une fois dans le troisième, bref vraiment très réussi, et encore une fois la série est très bien écrite parce que chaque rencontre, chaque péripétie de chaque épisode va vraiment apporter quelque chose à la relation Joel et Ellie. En fait c'est vraiment chaque péripétie met en avant un aspect de leur relation ou un aspect de ces personnages. Donc par exemple Bill et Frank dans le troisième épisode vont vont servir d'exemple à Joel qui va devoir, comme Bill, s'ouvrir à quelqu'un pour retrouver des émotions, retrouver une raison de vivre. Ou encore dans l'épisode 4 et 5, on va avoir les personnages de Henry et Sam qui vont donc représenter ce qu'on est prêt à faire pour un proche, les actes horribles qu'on pourrait commettre
pour protéger quelqu'un, donc comme Joel le fera avec Ellie. I am the bad guy because I did a bad guy thing. But you get it though. You might not be her father, but you were someone's. Donc voilà, chaque rencontre, chaque péripétie symbolise un aspect de la relation de Joel et Ellie, et c'est très bien fait je trouve. Et pour en finir avec les personnages, ce qui est bien c'est qu'ils ne sont vraiment pas du tout manichéens, donc ils ne sont pas totalement méchants ou totalement gentils, c'est vraiment très nuancé, et ce jusque dans les choix de casting. Par exemple, l'actrice de Kathleen a une voix vraiment très douce et gentille, qui contraste vraiment avec les actions de son personnage. Find who did this. Find every collaborator and kill them all. Mais en même temps, est-ce que ces actions sont si horribles que ça? Parce que ce que je trouve génial dans cette série, c'est que, bon, on a déjà vu dans plein d'autres œuvres des personnages très nuancés, des méchants avec de bonnes motivations, etc. Mais dans cette série, je pense qu'il n'y a réellement aucune différence entre les protagonistes, donc Ellie et Joel, et les autres personnages. Franchement, c'est vraiment parce qu'on suit l'histoire de Joel et Ellie, que c'est de leur point de vue qu'on voit la série, qu'on a envie qu'ils réussissent et qu'ils tuent leurs ennemis et qu'ils survivent. Mais si on avait vu l'histoire du point de vue de Kathleen ou des habitants du camp de David, on voudrait qu'ils se vengent en tuant Joel. Parce que Joel a tué des personnages pour défendre Ellie, mais on se demande des fois est-ce qu'il aurait pu pas juste les laisser partir, est-ce qu'il avait vraiment besoin de les tuer? Et donc vraiment, si on se met du point de vue des antagonistes, on se dit, bon, des fois il y a des antagonistes qui vrillent ou qui sont complètement barrés, mais il y a certains antagonistes qui sont vraiment très nuancés, et tu te dis, si on avait suivi leur histoire à eux, on voudrait qu'ils tuent les personnages principaux. Et ça, je trouve que c'est vraiment très réussi, et j'ai surtout très hâte de voir comment la série va évoluer dans la saison 2, connaissant l'histoire du second jeu, qui est aussi très nuancé comme ça, sur le bien et le mal, sur la morale des personnages. Ça risque d'être encore plus intéressant, et du coup très hâte de voir la saison 2. Bref, les personnages sont attachants, bien écrits, intéressants, les acteurs sont excellents pour la plupart, donc c'est une réussite. On passe au visuel. La réalisation est efficace, surtout pour ce qui est de la gestion de la tension, encore une fois. Donc que ce soit par exemple dans les scènes en voiture au début de l'épidémie, dans le premier épisode, qui sont filmées en plan de séquence, ce qui apporte beaucoup de tension, encore une fois, et de réalisme à la scène, donc c'est très immersif. I can't drive through them. Are you serious? Just keep going. Back. Mais aussi dans les scènes d'horreur d'infiltration avec les infectés. Donc oui, c'est la base de l'horreur de mettre l'élément effrayant hors cadre, hors champ, mais là ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas le monstre qui se cache, c'est la caméra qui va volontairement s'en détourner pour nous cacher sa progression. Donc on sait où est le monstre, mais la caméra va volontairement faire un gros plan sur le visage de Joel, et du coup on ne sait plus où est le monstre, et du coup ça fait vraiment monter la tension de manière très efficace. La photographie est aussi très bonne, donc notamment dans les scènes à cheval qui sont assez superbes avec ces lumières crépusculaires de coucher de soleil qui sont vraiment très belles et qui offrent de très beaux plans, ou encore dans des cadres d'intérieur avec notamment par exemple l'ambiance rose saumon de l'appartement de Joel qui offre un cadre vraiment plus intime. Et en parlant de décors, ceux-ci sont très bons, donc j'apprécie par exemple le décor de plateau télé de l'épisode 1, mais également aussi les paysages post-apocalyptiques très impressionnants et aux effets spéciaux assez solides en général. Bref, la série n'est pas magnifique visuellement, elle n'est pas révolutionnaire, mais elle est très efficace, une bonne réalisation, une bonne photographie, donc c'est une réussite de ce côté-là encore. On passe à la bande originale. La musique est composée par Gustavo Santaolalla, qui se chargeait aussi de la musique du jeu vidéo, et il est accompagné pour la série du compositeur David Fleming. Et ne vous énervez pas, mais à part quelques thèmes, comme le thème principal du générique qui est vraiment marquant, ou encore le thème The Path, A New Beginning, qui est vraiment très bon, avec un côté western très mélancolique, bref. Mais à part ces thèmes qui sont vraiment très bons, je trouve que dans l'ensemble, la musique est c'est une musique d'ambiance, en fait, très efficace.
mais il n'y a pas de thème qui m'a particulièrement marqué, à part les 2 que j'ai cités. Après, évidemment, peut-être que dans les jeux ça ressort plus, ou peut-être que j'ai pas assez pris le temps de les apprécier, mais j'ai pas été spécialement marqué par les musiques qui sont bonnes, mais sans plus. Mais bon, bref, d'après moi, on est très loin des musiques, par exemple, pour rester dans le thème, du jeu vidéo Days Gone, qui est un autre jeu post-apocalyptique d'infectés. Excellent jeu, jouez à ce jeu, la musique elle est incroyable, jouez à Days Gone. Ce qui m'a plus marqué avec la bande originale de The Last of Us, c'est plutôt le fait que la série s'amuse à rendre la musique diégétique, donc à l'inclure dans l'univers et dans le récit de la série. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool, c'est toujours un petit peu amusant de voir qu'ils sont amusés à faire des détails comme ça. Et j'apprécie aussi beaucoup les choix de musique additionnelle qui sont très bons. On a vraiment de très bonnes chansons dans la série. Donc on a par exemple Alone and Forsaken qui donne un côté encore une fois très road trip, très western, très country, ou j'en sais rien, je m'y connais pas beaucoup. Mais ça colle très bien à l'ambiance de la série. Ou encore on a à la fin du premier épisode, on a Never Let Me Down Again de Depeche Mode et c'était stylé de ouf. La musique est top, mais c'est surtout que la chanson arrive comme un payoff d'un dialogue plus tôt dans l'épisode. Je vous laisserai le découvrir je pense, mais en tout cas j'espère que je peux mettre un extrait de la scène, parce que c'est vraiment stylé. Donc bref, super musique additionnelle. Et évidemment, comment oublier On the Nature of Daylight qui est dans l'épisode 3 et que vous avez probablement pu entendre dans Shutter Island ou Premier Contact. Enfin bref, cette musique avec les violons, c'est une des musiques les plus émouvantes de tous les temps. Enfin bref, t'as envie de chialer dès que tu entends. Donc quand ça débarque dans l'épisode 3, c'est génial. Enfin bref, très bon choix de musique. Bref. La musique de la série est bonne, pas non plus révolutionnaire, mais c'était cool. On passe à la conclusion. Pour conclure, je vous conseille fortement cette première saison de The Last of Us. L'univers est travaillé, l'histoire est pleine de tension et d'émotions, les personnages sont intéressants et très bien interprétés, les visuels et la musique sont vraiment très efficaces. Et donc voilà, il y a franchement quasiment rien à redire à cette série, même si je regrette un petit manque d'action, mais à part ça c'est vraiment très correct, très respectable, voire même excellent sur certains points, alors sans être un chef-d'œuvre évidemment, parce que c'est pas non plus l'œuvre la plus incroyable du monde, non, c'est juste une œuvre qui est très bien faite, une série qui est très bien faite, très efficace, et donc voilà, c'est une très bonne série, et c'est surtout la meilleure, mais alors sans aucune hésitation, la meilleure adaptation de jeux vidéo qu'on a eu jusqu'à ce jour. Parce qu'on a eu des films immondes comme les Resident Evil, les Tomb Raider, qui soit ne respectent pas du tout l'univers des jeux vidéo, soit sont tout simplement très mal écrits. Et dans le meilleur des cas, on a eu des films sympas comme Uncharted ou Warcraft, mais qui sont vraiment très lisses et oubliables. Donc voilà, jusqu'ici le jeu vidéo, c'était nul au cinéma, les adaptations de jeux vidéo. Et là, avec The Last of Us, enfin on a une œuvre non seulement qui respecte, bon d'ailleurs peut-être un peu trop, on en a parlé dans la vidéo, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé plutôt un spin-off plutôt qu'une adaptation directe de l'histoire. Mais bon, au moins pour une fois ça respecte, tout le monde est content. Et puis même la série est excellente en elle-même, quoi, de bons visuels, il y a des thèmes, c'est pas seulement une histoire bourrée d'action, il y a vraiment un développement de personnages. Bref, c'est une série réussie, une adaptation réussie. C'est pour cela que si je devais lui donner une note en essayant d'être objectif comme d'habitude, je lui mettrais environ un cordyceps sur 20. Pas mal la blague, hein, cordyceps, 17 sur 20. Attention, c'est du haut niveau. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, tant mieux pour vous, sinon tant pis pour moi. On se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!